privilégiés. Les femmes, c'est 950 € par mois. Tu as 1 million de retraités, de vieilles personnes qui vivent en dessous du seuil de pauvreté. Donc tu vois, ça existe aussi, quoi. Comment allons-nous vieillir à l'avenir en France? Soit ça va continuer à... La protection sociale va diminuer, l'État-providence va s'écrouler, il va y avoir une tendance comme ça à ghettoisation. Et donc chacun va être de plus en plus renfermé, et donc chacun va tenter de se protéger, sauf que les gens auront de moins en moins de moyens pour s'enfermer. Du coup, ça va être aussi un peu le combat comme ça, et ça peut se finir quand même assez mal. Mais en même temps, il y a des solidarités de proximité qui se construisent partout. Jeunes, vieux, entre les deux, des gens entre soi, pour les autres, dans la ruralité au plus profond, dans les quartiers, il y a plein de choses qui existent. Et on a toujours tendance à les dévaloriser en disant « non, non, il se passe des problèmes ». Donc non, c'est comment un État est capable de soutenir toutes ces solidarités de proximité. C'est ça l'enjeu. On peut regarder ça de façon très très positive. Bah écoute, on va conclure là-dessus. En ce qui nous concerne, l'avenir n'est pas si sombre. Absolument, il va être génial. Mais c'est à nous de le construire. C'est à nous de le construire. Viens, je t'emmène à l'administratif. On va se réserver une petite maison ici. D'accord. C'est la petite surprise de la fin de l'émission. Okay. Je t'ai réservé une petite maison. Oh, c'est mignon. Alors mon plat préféré, c'est la bouillabaisse. Et mon chanteur préféré, c'est Julio Iglesias. Ma musique préférée, Black Eyed Peas. Et ma choucroute, c'est mon plat favori. Mon plat préféré, c'est le bake-off. C'est une spécialité alsacienne. Et ma musique préférée est le rhythm and blues. Tout de suite. Alors dites-moi, si je vais là-bas, qu'est-ce que je risque? Une bonne salade de feta dans les cheveux, si les gens se battent dans les restaurants. Mais de qui parlez-vous? Du blé, pardi. Le blé, c'est le pied. Sur France Télévisions ce soir. France 2, Georges Clooney et Brad Pitt dans Burn After Reading des frères Cohen. France 3, l'inspecteur Barnaby sur la trace d'un serial killer, une enquête inédite. France 4, Nikita de Luc Besson avec Anne Pariot et Jean-Hugues Anglade. France 5, le doc du dimanche, la face cachée des petites culottes. François, le retour sur scène de Corinne Bailey-Ray dans Au Live. Christian, c'est la régie. C'est assez clair. Top, ça y est, Christian, t'es en HD. Bonjour à tous, je suis Christian Cac en 3 lettres, comme c'est assez clair. Vous m'avez sûrement reconnu. C'est bien normal, car à part mon tricot de peau et une mèche de cheveux neuf implantée par un chirurgien capillaire, rien sur moi n'a changé. C'est reparti pour 26 minutes de vulgarisation de l'économie. Sujet passionnant. Émission que je ne me lasse pas de présenter, car je suis grassement payé pour. C'est le moment de donner la parole à Brian, notre emploi jeune, pour le sommaire de l'émission. Vas-y Brian, c'est ton heure de gloire. Merci Christian, avec un C comme carotte. Alors dans cette nouvelle édition riche et foisonneuse, et non pas savonneuse, eh bien nous parlerons de la dette publique, qu'est-ce que c'est et pourquoi elle grossit. Comme ma tante Solange, alors que elle ne mange rien. Après, on fera du culturel et on élèvera le débat en se demandant « Est-ce que le marché de l'art connaît pas la crise ?» comme disait Alain Bachung. Quand on aura fini avec les toiles et les poteries, on sera plus terre à terre en posant une question existentielle. Les hypermarchés ont-ils un avenir? Si oui, où? Dans ma chambre? Bon, pour finir, on attaquera le G20, mais pas à l'arme lourde, non, à la légère, en rigolant, comme une petite poilade. Mais sérieusement, quand même, pour savoir le G20 c'est quoi? Voilà, Christian, c'est tout pour moi. Je crois que j'ai bien parlé aujourd'hui. Enfin, j'ai le hockey. Encore. Mon petit Brian, va boire un verre d'eau à l'envers, mais si tu en fous partout, ne dis pas que c'est moi. Sans plus tarder, place à notre premier sujet. La patrio-consommation. Et oui, faut-il acheter français? La mondialisation nous a appris à acheter des produits des 4 coins du globe, mais face à la crise, faut-il revenir au consommé national pour privilégier les achats made in France? Mais peut-on acheter 100% français? Et quelle utilité? Agathe Cheese, championne de course de traîneau, doit changer sa meute de chien-loup par des chats. Mais elle ne veut pas des chats français car ils coûtent trop cher. Mon ami Garcimore Lopez, conseiller en dépenses françaises, a essayé de lui ouvrir les yeux. Faut-il acheter français? Non, 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 triple non. Je veux pas acheter des chats des Chartreux sous prétexte qu'ils sont français. Ça va me coûter un bras. Agathe, tu fais un blocage sur ce qui vient de France. Un peu, mon neveu. C'est souvent plus cher et question qualité, pas toujours top.
Seulement si la SNCF achète ses trains à grande vitesse aux Japonais à la place des TGV Alstom Ouais. français, bah tu ferais la gueule. Conclusion? Acheter français, c'est utile pour notre économie. Ah, Monique, c'est mon assistante. Elle parle jamais. Ok, mais qu'est-ce que j'y gagne, moi, à acheter français? Tu fais œuvre utile. Hein? Tu participes à l'effort collectif. Ça réduit le déficit commercial de la France. Le quoi? C'est la différence entre ce que la France vend à l'étranger et ce qu'elle achète de l'étranger. En 2010, il était de 51 milliards d'euros. Précisez le propos, je me tire en claquant la porte. Et je vous préviens, je peux la claquer fort. En achetant des yaourts ou des voitures, Made in France. tu soutiens des industries de ton pays. Et en période de crise, c'est important. Bernard, sort de cette voiture et les Françaises, on peut nous voir. Et c'est pas les Chinois qui vont acheter notre Made in France. Eux, ils s'en tamponnent de nos espadrilles ou de nos draps de bain fabriqués à Tourcoing. Mais ils achètent nos centrales nucléaires et nos avions Airbus. Vrai, mais on vend pas mal d'avions aux compagnies ricaines et donc si tous les pays se mettaient à faire aussi du protectionnisme, Airbus serait mal. Là, c'est un Airbus français. T'appuies sur le bouton, t'as une giclée de camembert. Oh, c'est pas pour nous, on préfère les ketchup. Et oui, le patriotisme économique, ça peut revenir dans la gueule. D'accord, mais comme disait la philosophe Dalida, tout ça c'est des paroles et paroles et paroles et... Ah bon, pourquoi tu dis ça? Parce que qui peut dire aujourd'hui en me regardant droit dans les pupilles Ouais. qu'il sait ce qui vient de France dans un produit acheté Alors là, elle me coince. Ah. Et toi, Monique, tu dis rien. Si j'achète des chats français pour mon traîneau, qui me garantira que les yeux viennent pas du Brésil ou les griffes du Portugal Mais personne, c'est vrai. En 2009, 31% des produits manufacturés en France étaient bourrés de pièces étrangères. Tu confirmes, Monique? Oui, mais la France, elle, exporte un tiers de ce qu'elle produit aussi, C'est vrai. et en grande partie à nos voisins d'Europe. Alors s'ils deviennent comme nous, chauvins des achats, on va l'avoir dans le valser. Oui, d'accord, mais bon, personne ne te demande d'acheter que français non plus. Heureusement, parce que ce serait pas simple, pas vraiment possible. Les téléphones portables, les lecteurs DVD viennent plutôt de Chine, et ils poussent pas encore dans la Creuse, que je sache. Là, elle a raison. Ah, Monique, bah, si tu veux en placer une, c'est le moment. Allô, Monique? Si, comme le disait le fameux slogan « Nos emplettes sont nos emplois », est-ce que consommer national, c'est forcément plus cher? Le jeune Yvan Desfringues, styliste à Vaux-en-Velin, va faire le bilan. Yvan? Acheter français, c'est couillu, c'est bon esprit, mais la réalité, c'est que parfois c'est cher. Par exemple, une pêche française coûte 50% plus cher qu'une pêche espagnole, olé. Mais quand on achète des produits de sa région, de son pays, il y a moins d'intermédiaires, moins de transport. Au final, ça peut même coûter moins cher. Et c'est qui est gagnant? C'est le consommateur. Ça, c'était pour remettre les pendules à leur place. C'est-à-dire dans l'entrée, à côté de l'armoire dormante qui a les fours françaises. Merci Yvan. Je réfléchirai à 2 fois maintenant avant d'acheter mes sous-vêtements dans le Cantal. Vous aimez les bonbons au caramel où on trouve des blagues et des devinettes à 2 roubles dedans? Eh bien, vous allez adorer la séquence qui va suivre. C'est le rébut de Viviane Lee, qu'elle va nous lire tout de suite parce que Viviane lit le rébut mieux que personne. Viviane, c'est à toi. Oui, je sais. Oh, je suis un peu chafouine parce que hier, je me suis tapé une bonne cuite. Bon, alors les gars, aujourd'hui, c'est du lourd. C'est un peu comme ma coiffure. Vous avez vu, bon, je me suis fait une couleur rouge. C'est totalement du bien. Alors, on y va, c'est parti. Mon premier, ce saut à cheval ou en athlétisme. Bon, bah là, rien de plus simple. Hein. Hop, 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 hop. Mon deuxième, peut-être bonne ou mauvaise, mais on peut compter dessus. Bah, les gosses adorent, hein, surtout les gamines. Et mon troisième, c'est une note de musique. Hein. C'est facile. Do, ré, mi. Voilà. Là, franchement, c'est à la portée de n'importe qui. Portée, je suis pas mauvaise. Et j'ai acheté aussi un collier chez Agatha. Il est bien, il est un peu lourd, mais bon, voilà. Allez, on y va. Vous avez trouvé... Attention, top, trop tard. Réponse. Mon premier, ce saut à cheval ou en athlétisme, une R, rien de plus simple. Mon second, peut-être bonne ou mauvaise, et on peut compter dessus. Les gosses adorent ça. Qu'est-ce que c'est? La fée, Carabosse. Et mon troisième, note de musique, en partant du Do, c'est simple. Do, ré, mi, je le fais bien. Et mon tout est un organisme mondial et économique. Alors, on y va, on balance la sauce. FMI, vous aviez raison. FMI, voilà. Et hop, demi-plié, comme au conservatoire. Merci Viviane, j'ai trouvé. Mais j'ai un mal de crâne pas piqué des vers. Eh oui, c'est comme ça. Alors demandez-moi ce qu'est une pétoncle ou encore un dorifort, mais surtout ne me demandez pas de vous dire ce qu'est la dette. Tel un fleuve en crue que l'on ne pourrait contenir, la dette publique de la France ne cesse d'augmenter. L'eau monte sans qu'on puisse rien y faire. Alors comment en sommes-nous arrivés là? Grégoire Bilboquet, radin pathologique, n'a jamais offert quoi que ce soit à qui que ce soit. Il ignore même ce qu'est une dette. Pour le ramener à la réalité, sa mère, une amie de faculté, m'a demandé de lui trouver un stage gratuit. J'ai tout de suite pensé à mon ami Walter Agio, réducteur de dette à la Sorbonne. Pourquoi la dette augmente? Donc une fois que j'ai plus d'argent, j'en emprunte, du coup je dois de l'argent. J'ai quoi déjà? Tu as des dettes. Ah oui, des dettes. Tout le monde peut avoir des dettes? Oui, bien sûr, même un pays peut avoir des dettes. Non. Mais elles viennent d'où ces dettes?
Des déficits accumulés chaque année par l'État, par les collectivités locales et par la sécurité sociale. Car contrairement à toi, la France dépense plus que ce qu'elle gagne. C'est un panier percé. Ok. Vous seriez bien aimable de me percer mon panier, merci. Voilà, des petits trous seulement, hein. Tout à fait. Pour continuer à payer ses factures, elle emprunte ce qu'elle n'a pas. Aujourd'hui, la dette publique de la France s'élève à 1646 milliards d'euros, soit 25 000 euros à rembourser par habitant. Et t'es pas prêt de revoir la couleur de ton pognon? Ça fait mal au derrière, hein? Oh, ça oui, mais moi, je veux pas payer. On te demande pas ton avis. Et puis de l'argent, on en a quand même grâce aux impôts que tu payes. S'il y a bien un truc que j'aime pas, c'est les impôts. Mais alors la dette d'un pays, c'est grave. C'est comme une maladie. Ça fait mal de se cogner la dette, hein? Une maladie, n'exagérons rien, mais pour te rassurer, je vais te faire un schéma. Et tu vas voir que nous ne sommes pas les seuls à avoir une belle ardoise. T'inquiète pas pour le schéma, c'est offert. Tant mieux. Tu te souviens que je t'ai dit que la dette de la France, c'était 1646 milliards d'euros, soit 85% de son PIB. Son quoi? Le PIB, c'est la richesse que nous produisons chaque année. Mais il y a pire que nous. Pour une quinzaine de pays, la dette dépasse carrément 100% du PIB. Ça donne pas envie de dépenser de l'argent. Les dettes, c'est un engrenage, ça augmente toujours. Tu as raison, mais la faute à qui? La faute à Voltaire? Non, les dépenses publiques ne cessent de croître et la charge d'intérêt de plus en plus forte. C'est la crise, mon grand. C'est comme une boule de neige qu'on pourrait même plus lancer tellement elle serait grosse. Absolument. Radin, mais pas idiot, hein? Merci. Ça donne quoi, l'alourdissement de cette dette? T'es crétin? Ça réduit la marge de manœuvre de la politique budgétaire. Je te donne une idée. Le poids des intérêts de la dette dans les dépenses de l'État a fortement augmenté, passant de 6% il y a 20 ans à 16% en 2011. Mais si on a besoin d'argent pour faire autre chose? Eh bien, tu l'as dans le baba. Ah, ils n'ont qu'à me prendre comme ministre du budget. Je peux vous dire qu'avec moi, ça filerait d'où? Répète après moi. L'addition, c'est pour moi. Oh bon. L'addition, c'est pour moi. Je suis plus radin. Bravo Grégoire. Maman va être contente. Alors est-ce que notre gros découvert à la banque va nous entraîner sur la pente savonneuse que connaît la Grèce? Mikos Baliagas, peintre de colonne à Mykonos, va nous donner son point de vue. Mikos? Salut, c'est Mikos. La Grèce est bien plus endettée que la France. Eh oui, 2 fois plus. Tout ce que je sais, c'est que les banques nous demandent des taux d'intérêt 4 fois supérieurs à vous, messieurs les Gaulois. Alors que notre économie est en pleine récession. Et je te parle pas du secteur des peintres de colonne, qui lui est en chute libre. Votre pente est moins savonneuse que la nôtre, mais gare à l'argent à crédit. Allez, je vous laisse. J'ai une pétanque avec le disque ball. On joue en doublette. Vous avez raison, Mikos, le crédit c'est comme au casino, c'est toujours la banque qui gagne. On ne saurait vivre sans le soutien inconditionnel de nos amis annonceurs et sponsors. C'est le moment de leur rendre un hommage vibrant. C'est la réré, c'est la clacla, c'est la meumeu, c'est la réclameux. Il est solide. Il est dressé. Il est pratique pour remorquer. Et en plus, il nous arrange le sourire. Mais de qui parlez-vous? Du fil dentaire, pardi. Le fil dentaire, c'est super. C'était un message de la Coordination nationale des fils dentaires de France. Régional. Ah oui, pardon, régional. Merci à nos généreux souteneurs. D'ailleurs, je suis à l'origine de ce partenariat suite à un tassement alimentaire qui m'a handicapé pendant l'enregistrement d'une précédente émission. Voilà. Tout de suite, cap sur le merveilleux, cap sur le poétique, cap sur l'art en cette période de morosité économique pour notre prochain sujet. La planète économie, au gré des crises récentes, a laissé de nombreux secteurs d'activité à la ramasse. Le marché de l'art, lui, a plutôt tiré son épingle du jeu. Un public plus large et divers, le support et l'influence grandissante du net, serions-nous entrés économiquement dans l'ère de l'art, ou tout cela serait-il seulement artificiel? Edmond Luc, séduit l'époux, a vendu sa cordonnerie pour devenir artiste peintre. Mais il ne sait pas s'il doit faire des petites toiles très chères ou des grandes pas chères pour vendre sur le marché de l'art. Et est-ce que l'art, comme l'automobile, peut connaître la crise? Mon ami Jean-Robert Blum, commissaire-priseur ostéopathe, a tenté de le rassurer. Le marché de l'art craint-il la crise? Alors, j'ai regardé tes petites peintures Edmond Luc, elles sont mieux. Mieux que? Bah mieux que les grandes, tu n'auras aucun mal à les vendre. Dans le monde, il y a environ 50 millions de consommateurs d'art. T'auras forcément un client pour tes croûtes si tu les vends pas cher. Et je croyais que les artophiles étaient prêts à claquer des sommes astrologiques. Acheter une toile ou une sculpture, ça reste un achat-passion. Pas faux, mais les acheteurs sont pas tous fous. Ils paieront pas forcément la peau de leurs fesses pour une dope qui vaut pas trépette. Et ça vaut rien. Je veux bien, mais l'année dernière, il y a un Picasso qui s'est vendu 80 millions d'euros. Alors là, on la ramène moins, hein. Oui, mais toi, tu n'es ni monnaie ni dégâts. De gars. Oui, je sais. Mais les grosses ventes de plus de 100 000 euros, c'est seulement 1,6% du marché. Attendez, la crise économique, ça a dû calmer les acheteurs et ralentir le marché, non? Comme t'es un petit peu abruti, je vais plutôt te faire un dessin. Les œuvres d'art jusqu'à 1000 euros, c'est presque la moitié des ventes.
Bon, ça a bien soutenu le marché de l'art, normal. Quand c'est la zone, se faire plaisir, ça fait du bien. L'art est plus abordable qu'on croit. Donc il n'y a pas que les richards, les traders, les émirs ou les oligarques qui peuvent kiffer en se payant une toile. Chez Christie's, tu pouvais aussi acheter des trucs totalement idiots, pour très cher, comme les wagons-lits ou les toilettes de l'Orient Express. T'imagines, des wawas encadrés sur le mur de ton salon, ça fait genre. Ça me donne de l'urticaire. Eh ben, si c'est le cas, t'as qu'à te gratter. Tu sais, le marché de l'art a récemment retrouvé la folie des sommets, avec des pays riches comme l'Angleterre ou les States, qui sont très en forme en ce moment. Et nous, les Gaulois, on brasse aussi? T'emballes pas, mon chat. L'Hexagone ne représente que 6% du marché global. On n'a pas de pétrole, mais on a des idées. Et on s'en sort pas mal avec les foires low cost comme Mac Paris, par exemple. L'art intéressera jamais le public français comme le foot ou la pétanque. Nous, à la FIAC, la Foire internationale d'art contemporain, on a fait 80 000 visiteurs en 3 jours à Paris. Autant qu'un Stade de France. Non, pas les mains, aïe! L'art, c'est une lubie mondiale. Une fois encore, Internet a donné un grand coup de fouet. En 2008, sur Christie's.com, les ordres passés ont représenté 65 millions d'euros. Et? Rien, j'adore me faire mousser en citant des chiffres. 106. Les internautes acheteurs d'art sont souvent des nouveaux venus. Entrez! Oh, dis donc, ça doit pas être facile à mélanger les couleurs. Celui-là, je vais l'acheter et le mettre dans mes cagouins. Mais oui, le web est en train de démocratiser tout ça. Finalement, la crise n'a pas terrassé le monde de l'art. Si tu continues, tu feras peut-être fortune en vendant en ligne tes pastels ou tes bronzes. Eh ben, va falloir que j'en coule les bronzes. Artiste et poète, oh, mais tu as tous les talents. Malgré une petite baisse pendant la crise économique, l'art reste encore déconnecté des autres marchés et parfois moins risqué que la bourse. Salvador Dalia, sculpteur sur éponge côté qui gratte, nous le confirme. Mon petit Christian, j'ai envie de te dire pour une fois que tu n'es pas aux fraises. En moyenne, en 2010, au moment de la reprise, le prix des œuvres d'art a augmenté de 25% alors que le CAC 40 lui a perdu 3%. La crise n'entame en tout cas pas les achats passion et les loisirs comme l'art ou le cinéma. Peut-on dire pour autant que l'art est une valeur refuge comme l'or ou l'immobilier? Ce n'est pas à moi de le dire. Demandez plutôt au gars qui me suit. Ou l'autre, avec le sapot. Merci Salvador. Si je vends mes stock options en fin d'année, je saurai quoi faire de mon pognon. J'achèterai de l'art ou du cochon. Ce qui est sûr, c'est que l'art en général n'est pas un sujet qui laisse froid. Les internautes qui nous suivent en direct réagissent à chaud à ce propos. Un type a voulu me vendre son slip 100 € comme si c'était une œuvre d'art en me disant qu'un jour il vaudrait 5 fois plus. J'ai refusé, j'aurais pas dû. Ce type, c'était Lady Gaga. Si j'avais acheté son slip art, je serais millionnaire. Acheter de l'art, je vais m'acheter à bouffer d'abord, si ça vous dérange pas. Et s'il me reste une petite pièce, je m'achèterai un autoportrait de Donald Rumsfeld. Rumsfeld, hein, pas Rumsteak, personne connaît. L'art est pas en crise et surtout pas en crise d'aérophagie, sinon ça s'entendrait. Un tableau qui fait des proutes. Quand je dis qu'Internet se suffit à lui-même pour montrer ses limites, tout de suite, un point route obligé, le temps de changer de cravate. Edwige, notre speakerine, va prendre le relais. On se retrouve juste après. À tout de suite. Alors, on a eu des sujets sur acheter français, comme vous voyez ici, très belle illustration. Ensuite, on a traité, les petits sujets sur la dette, comme vous voyez là. Et enfin, donc, le marché de l'art. Alors, un très beau tableau des Magritte, hein, il faut se faire vacciner contre Magritte. Et Renoir, tout, patacouf. J'en profite quand même, parce que je suis à l'antenne, j'ai quand même pas laissé passer ça. On m'a piqué mon crayon à lèvres, alors je trouve ça très dommage, parce que je pensais qu'on était une grande famille, la famille de la télévision. Et je m'aperçois qu'en fait, c'est chacun pour sa gueule. Eh ben, vous savez quoi, je vais me maquiller avec mon doigt en bois, voilà. Merci Edwige, en tout cas ce n'est pas moi qui vous l'ai volé. Je n'utilise pas de crayon à lèvres, que du fard à paupières. Mais assez discuté chiffon, et intéressons-nous à la grande distribution. Pendant 50 ans, la grande distribution a rimé avec hyperconsommation et abondance. Mais aujourd'hui, les hypermarchés sont en perte de vitesse. Alors le glas va-t-il sonner pour les hypermarchés? 50 ans, c'est aussi l'âge de Luce Tampon. Elle est née le même jour que l'hypermarché de Planquette dans le Finistère. Avec son fils Childéric Tampon, elle parcourt les 9 km qui les séparent de la grande surface. Luce Tampon sait que là-bas, elle aura l'embarras du choix au meilleur prix. Seulement voilà, depuis quelque temps, Childéric ne veut plus aller à l'hypermarché avec sa mère. Il ne jure que par le commerce de proximité, plus pratique et plus authentique. Pour les calmer, je les ai envoyés à mes frais avec l'hélicoptère de Michel Drucker chez mon ami Tomahawk, spécialiste en changement d'avis. Les hypermarchés ont-ils un avenir? L'hypermarché, Childéric, il n'y a que ça de vrai. Petit commerce, maman, je te dis, c'est à côté de la maison, c'est à taille humaine. Oh, les tampons, vous êtes lourds, hein. Je vais tout de suite vous mettre dans le bain. Bruxelles. Question, qu'est-ce qui différencie l'hypermarché du commerce de proximité? Dans l'hypermarché, je peux acheter 100 plaquettes de beurre pour ton petit-déj. Alors que moi, pas besoin, chez le crémier du coin, je me prends du beurre à la motte pour une seule tartine. Pas faux. L'autre différence, c'est la taille. Un hypermarché peut s'étendre de 400 à 2500 mètres carrés. Tous les hypermarchés de France, mis côte à côte, c'est 4 fois la surface de la principauté de Monaco. Avec le prince Albert en bobsleigh ou surgelé, ouais, d'accord. Amusant, oui. Non, on trouve tout dans les hypermarchés. Ah ben. Et surtout de la nourriture, le tiers de leur chiffre d'affaires. Ça fait rêver.
Et chez le commerçant du coin, on trouve de tout aussi. Mais plus cher que dans mon hypermarché. T'es lourde, maman. Alors, commencez pas ou je vous sépare. Oh, hein. ouais. Luce, les temps changent et les habitudes aussi. Contrairement à vous, 30% de la population vit seule sans enfants. Les foyers sont de plus en plus petits et la population vieillit. Oh, les petits vieux! Mais ils sont jeunes! Tu sais, maman, les hypermarchés correspondent de moins en moins au nouveau mode de vie des gens. Pour votre info, seuls 6 hypermarchés sur 100 ont vu leur vente progresser en 2009. Voilà. Alors pour redresser la barre, les grandes enseignes doivent s'adapter. C'est l'objectif des supermarchés de centre-ville comme Carrefour City, Dailymonop, j'en passe, c'est les meilleurs. Tu vois, maman, ces magasins ouverts tard le soir qu'on appelle des city-marchés. City-marché comme ça, bah ça serait ridicule pour faire tes courses. Grâce à eux, le consommateur cible plus. Il achète moins, mais plus souvent, et du coup, il stocke moins. Eh bien, très bien. Je surfe sur la tendance, je deviens monoparental, je fais mes courses au City Marché, et toi, Childéric, tu dégages, j'ai plus besoin de toi. Mais oui, Luce, il a l'âge de se nourrir tout seul. Oh ouais, de quoi je me mêle? De ce qui me regarde, je suis ceinture noire. Ta maman va pouvoir occuper ses week-ends autrement, c'est tout. Tu devrais être heureux. Eh oui, je change de vie. Course près de chez moi, gain de temps et d'énergie, je suis détendu. Et moi, je fais quoi? Ben, le bobo, il s'occupe de se trouver un logement. Voilà. Vous êtes formidable, professeur, j'ai complètement changé la vie. Entre nous, vous n'êtes pas la première à venir le faire dans mon cabinet. Merci Tom pour ce retournement de situation et bravo Luce pour votre ouverture d'esprit et votre modernité. Alors je pose la question, est-ce la fin des hypermarchés? Abdel-Édouard Leflair, directeur d'une mini-surface dans le centre de la France et grand distributeur repenti, souhaite nous montrer son costume. Oh, c'est une petite flanelle intérieure coton, 2 fois rien, enfin bon. Oui alors, Carrefour, Auchan, Leclerc ne vont pas se faire harakiri, c'est une évidence. La grande distribution est loin d'être idiote, elle s'adapte. Elle s'installe sous la forme de city market élégant ou bien de hard discount. La conquête des centres-villes a bien commencé, hein? Merci Abdel-Édouard, vous avez raison. Je ne m'inquiète pas pour les hypermarchés, ils en ont encore largement sous le coude. Ah, que ce programme me met en joie. J'ai l'impression d'en apprendre plus chaque jour. Vous savez pourquoi? Parce que l'économie est une matière vivante et que c'est aussi des femmes et des hommes qui réfléchissent pour nous la rendre plus simple. C'est le cas du professeur Bildé, chercheur en théorie économique. C'est l'heure de sa petite chronique. Salut les prix Nobel! Alors aujourd'hui j'ai une idée de génie! Alors dans le monde du travail on dit toujours que les hommes gagnent plus que les femmes. C'est pas forcément juste mais c'est comme ça. Ça veut dire que globalement dans le monde professionnel et économique, tout temps de travail confondu, les femmes gagnent 27% de moins. Et à poste égal, elles gagnent 10% de moins que les hommes. Donc elles reviennent moins cher à l'employeur. Ma théorie à la con, c'est la suivante. Si les patrons veulent limiter leurs charges fixes et pas avoir les salaires explosés, il ferait mieux d'employer que des femmes. Comme ça, il y aura plus que des femmes en jupe, en robe, en bermuda, avec des queues de cheval, tout ça, quoi. Et les hommes, alors, ils feraient quoi? Eh ben, ils joueraient au golf toute la journée, pour ceux qui aiment le golf, ou au ping-pong, ça dépend. Après, ils iraient chercher les gosses à l'école, s'occuperaient des devoirs, donneraient le bain, prépareraient les repas, videraient le lave-vaisselle, parce que, bref, il est plein. Attendez, non, non, ah non, oh mon Dieu, mais c'est horrible. Ils deviendraient des hommes au foyer, alors. Non, 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 oubliez ce que je viens de dire, c'était vraiment une connerie. Excusez-moi, excusez-moi. Eh oui, même avant de dire n'importe quoi, il faut parfois réfléchir. À présent, je vais vous parler d'un groupe mondialement connu, et pourtant il n'a enregistré aucun disque et fait aucun concert. C'est le G20. Que cache la mystérieuse appellation G20? Tout simplement la réunion des pays les plus riches du monde. Une super réunion. Mais tout le monde n'a pas la carte du club. Et ceux qui l'ont, de quoi parle-t-il? Mickey Jutard, amateur de réunion, pratique régulièrement le G3, une réunion de 3 personnes devant des tableaux très moches. Il nourrit également un certain intérêt pour le G20 et veut comprendre son fonctionnement afin de donner plus d'intérêt à ces réunions G3. Mon ami André Bolduc, spécialiste en réunion à partir de 58, ferait l'affaire. Le G20, c'est quoi? En préambule, Mickey, je dois t'affranchir sur une chose qui risque de te déstabiliser. Allez-y, je suis prêt. Il n'y a que 19 pays dans le G20. 19? Oh, les scélérats! Tu aimes la peinture? Plus c'est moche, et plus ça me plaît. Alors tu vas t'en régaler. Le G20 compte 19 pays que je colorie en rouge, auxquels s'ajoute un siège pour l'Union Européenne que je colorie en bleu. 19 plus 1, ça fait 20. Le compte est bon. Ce sont les 20 premières puissances économiques mondiales. Pour ces réunions, c'est les pays qui se déplacent? Non, les pays ne bougent pas, ce sont les représentants de ces pays qui se déplacent. Ouais, sinon, qu'est-ce qu'il faut faire pour appartenir au G20? Il faut faire partie des poids lourds au niveau économique. Ces 20 membres représentent à eux seuls 90% du PIB mondial. Ah, c'est du très gros dossier. Et depuis sa formation en 1999, le G20 n'a accueilli aucun nouveau joueur dans l'équipe.
Mais l'équipe du G20, quand ils font pas de photos de copains en costume sur l'estrade, ils font quoi? Bah, c'est l'occasion pour les chefs d'État et de gouvernement de se rencontrer pour parler des grandes orientations du monde. Ah oui, c'est comme les réunions d'alcooliques anonymes, sauf qu'eux, ils veulent pas arrêter d'être président. Eh ben moi, c'est moi le président. Il y a d'autres groupes de réunions en G? Bah, tu as le J'ai perdu connaissance. Et sinon? Bah, tu as le G8. Ah d'accord, et c'est bien? Bah, c'était le G7 de l'époque. Les taxis G7? Non, je te parle du G8. Le G8, c'est le club des vieilles puissances. Mais leur problème, c'est qu'ils ont du mal à se mettre d'accord. C'est pour ça que les déclarations qui sortent du G8 sont très floues. C'est le prix du consensus. Consensus, c'est un gros mot? Tu irais pas plutôt me faire le niveau d'huile de la voiture? Alors, qu'est-ce que ça dit, les niveaux? Non, pas grand-chose. Et le G20, ça rentre? Ouais, mais comment on fait pour devenir chef du G20? Faut un BTS? Faut être patient. Cette année, c'est le président français qui a pris la direction du G20. Le supermarché? Encore une comme ça et je t'habille comme moi, hein. Celui qui organise le G20 s'offre une très belle tribune et ça conforte son positionnement international. Un gars comme moi pourrait y aller? Si tu leur parles des paradis fiscaux, de la spéculation sur le blé, du dollar, de l'environnement ou du pétrole, tu peux y aller si tu le sens. Mais pourquoi le caméraman, il nous filme pas quand on marche? C'est parce que c'est un intermittent. J'espère qu'au G20, le cadreur qui vous filmera sera réveillé. Mais dites-moi, comment l'opinion publique réagit-elle face à ces réunions de pays riches? C'est la question que nous avons soumise à Marie-Hélène Swetzer, rédactrice en chef du journal Facile Écho. Marie-Hélène? Alors, ce qui au début était présenté comme un forum de concertation est aujourd'hui ressenti par certains comme une super gouvernance, une gouvernance mondiale, et cela au mépris des pays les plus pauvres. D'où énervement, chaise sur la tête, on se lance des pavés et on se crache sur la chemise. Alors pour les prochains sommets du G20 sur la Croisette ou ailleurs, casque lourd pour tout le monde. C'est noté. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'aujourd'hui, on aura mangé du G20. Et moi, quand j'ai 20, je passe à table. Que serait aujourd'hui la télé sans une bonne polémique de derrière les fagots? Ou plutôt de derrière les Éric, devrais-je dire. Deux gars qui, chaque semaine, nous font tutoyer le néant avec un plaisir non dissimulé. Ils feraient n'importe quoi pour de l'antenne, et c'est bien ce qu'ils font. Je sais que vous ne les attendez pas, mais ils sont là, tout de suite. Les Éric. C'est marrant, plus je regarde cette émission, plus je trouve qu'il manque une émission de musique à la télé. Ah bon, pourquoi? Pour remplacer cette émission. Oh, arrête, on va se faire virer. Oh, moi, j'ai beaucoup appris sur le marché de l'art, les marchés en général. Ça m'a fait du bien, hein. Eh ben, tu sais quoi, tu vas faire un tour au marché là du 18e. Bon, c'est pas vraiment de l'art, mais il y a des fruits par terre et des cajots complètement explosés. Un vrai carnage, ça va te plaire, tu vas te régaler. Non, je crois qu'on sait tout dit, hein. Je rends l'antenne. Tiens, rends-moi plutôt mes clés de bagnole. T'es assis dessus? Mais non, ça c'est les clés de la cave. Oh là. Jusqu'où iront ces deux polémistes au rabais? Le plus loin possible, c'est tout ce qu'on peut souhaiter. Quant à nous, c'est l'heure de se quitter. Notre émission est terminée. Vous pouvez retourner jouer aux billes avec vos pilules. À très vite pour une nouvelle thérapie économique du Dr CAC en 3 lettres. CAC, comme c'est assez clair. À bientôt. On est lundi, et lundi c'est le jour des plaques. Et c'est ça, je suis chez moi, tranquille. T'inquiète, tout va se passer. Putain, mais t'as vu ce gros c'est dégueulasse. Un enfant sur 10 est victime de harcèlement à l'école. Avant qu'il n'en garde des traces à vie, agissons. Athos, la Sainte Montagne. Voici ce qui fut pendant des siècles le lieu saint de l'Orient orthodoxe, le mont sacré où la Vierge aurait un tombeau secret. Aujourd'hui, seuls des moines et des ermites vivent sur cette presqu'île légendaire. Hors du monde et presque hors du temps. Un îlot de spiritualité dévolu à la prière. Une survivance de l'ancienne Byzance, où sont toujours bannis femmes et animaux femelles. Rien ne distingue Athos du reste de la Grèce. Sauf qu'ici, nous ne sommes plus vraiment en Grèce. Le drapeau que ce moine agite, cet inquiétant aigle bicéphale est celui d'un territoire à part en Europe. Une république. La république monastique d'Athos. Nous voilà tous bénis. Ici, pas de route,
mais des dizaines et des dizaines de chemins et de sentiers qui relient les monastères entre eux. Regardant l'ouest, suspendu entre ciel et terre, à 200 mètres au-dessus des flots, le monastère à la construction la plus audacieuse, c'est celui de Simono Petra. On dirait une forteresse médiévale. On y accède par un pont à arcades. Des passerelles courent sur tous les murs, avec des moines comme des ombres. Certains, comme surpris dans leur intimité, cachent leur visage. Au XVIIIe siècle, Athos était un haut lieu de la théologie orthodoxe. Aujourd'hui, la presqu'île compte encore une vingtaine de grands monastères. Luxuriance des couleurs, fantaisies architecturales, exubérance des bâtiments. Silence et soleil écrasant l'été. Silence, neige et froid glacial les mois d'hiver. Multitude de cheminées pour chauffer les immenses bâtiments. Ces monastères se répartissent tout le long de la presqu'île sur une cinquantaine de kilomètres. Ils s'échelonnent le long de chaque versant à plus ou moins grande distance de la mer, les uns regardant vers l'est, les autres l'ouest. Aux côtés des grands monastères, il y a Daphni, un semblant de village avec des maisons ou des ermitages qui réunissent de plus petits groupes de moines. Athos vit avec ses secrets et les entretient bien. Personne, à commencer par les autorités grecques, est en mesure de donner un chiffre précis. Sont-ils 2000, 5000, 10 000? Combien de moines, de popes, combien de laïcs, peintres, maçons, jardiniers travaillent dans les monastères? Mystère. Les moines viennent de toute la Grèce, mais aussi de Turquie, de Bulgarie, de Serbie et du monde entier orthodoxe, de Russie surtout. Au sud de la presqu'île, le monastère russe de Saint-Pantélémon est l'un des plus surprenants d'Athos. On dirait une ville, mais officiellement destinée à seulement une cinquantaine de moines. À Athos, les horloges sont au diapason du soleil. Ici, quand le soleil se couche, il est minuit. De toute façon, le temps ici reste une notion étrange. Seule perturbation dans cette vie quasi autarcique, le passage des bateaux, seul lien avec le reste du monde. Outre leur engagement religieux, certains sont aussi pêcheurs, maraîchers, viticulteurs. Leurs fonctions les amènent parfois dans le monde extérieur. Après plusieurs années à Athos, en solitude face à la mer Égée, on imagine le choc. Un choc au moins équivalent à celui vécu par les rares visiteurs, laïcs et masculins, tolérés chaque année quelques jours dans les hallucinants monastères de la Montagne Sainte. Sa Majesté le roi Louis XIV,
Sa Majesté la Reine! Le pouvoir reviendra à celui que la Reine choisira pour principal ministre. La Reine garde tous les ministres, les Mazarins comme principal! Sur l'apparence de contenter tout le monde, elle s'en remet au seul Mazarin. Que conseillez-vous? La guerre. C'est vrai ce qu'on dit que la Reine, elle aura un léger penchant pour le Mazarin? Il va vous faire souffrir, madame, et vous serez perdue. Philippe Torreton. La première chose à faire est de se montrer ingrat. Alessandra Martinez. La Reine et le Cardinal, une série historique en 2 volets. Première partie demain à 20h35 sur France 5. Retrouvez votre magazine cinéma avec Groupama. Bonjour, cette semaine dans les salles, Zarafa, film d'animation de Rémi Besançon et Jean-Christophe Lee, avec les voix de Max Renaudin, Thierry Frémont et Simon Abkarian. Un petit garçon de 10 ans quitte le Soudan pour Paris, afin de ramener son ami la girafe sur sa terre natale. C'est ainsi que commence la grande aventure de Maki et de Zarafa. Je te préviens, dès qu'on arrive à Alexandrie, tu prends la première caravane et tu rentres chez toi. Zarafa et moi, on s'enfuira dès que tu auras le dos tourné. Tu l'aimes cette girafe, hein? J'ai promis à sa mère de veiller sur elle. Zarafa! Laisse-moi partir avec vous. Laisse-moi tenir ma promesse. JC comme Jésus-Christ, comédie de Jonathan Zakaï avec Vincent Lacoste, Elsa Zilberstein et Horatica. Réalisateur reconnu, habitué des palmarès, JC règne à 17 ans sur la jeune génération du cinéma. Mais il se demande comment décrocher son bac sans travailler. Je peux juste rajouter que depuis Maurice Pialat, j'avais jamais vécu ça. C'est vrai que malgré son jeune âge, malgré le fait qu'il vive encore chez ses parents, JC, il a une vision du monde, il a une dimension virile que j'adore chez un homme. Alors, il y a une palme d'or à 15 ans, un César à 16 ans. Est-ce que parfois vous avez peur de l'échec? Bon, on a tous peur de l'inconnu, non? Je vous trouve très charmante, Claire. Merci. Une bouteille à la mer, drame de Thierry Binisti, avec Agathe Bonitzer, Mahmoud Chalabi et Yam Abbas. Suite à un attentat dans un café de Jérusalem, une jeune fille jette une bouteille à la mer et reçoit quelques semaines plus tard la réponse d'un jeune Palestinien. Scared, right? But whose fault is it? Did you ever ask yourself? Au fait, t'as eu des nouvelles de ta bouteille? Non. C'est trop dur à Gaza en ce moment. Je ne peux pas te raconter. Mais si tu veux savoir des choses sur moi, je m'appelle Naïm El-Farjouki. Et maintenant, j'ai un ami à Jérusalem. Underworld, Nouvelle Ère, film fantastique de Mans Marlind et Bjornstein, avec Kate Beckinsale, India Isley et Michael Ealy. Ils ont créé quelque chose qui fait plus de 2 fois la taille d'un lycan. Votre espèce ne sera jamais aussi puissante que nous, quel que soit votre acharnement. Vous ne me connaissez pas très bien. Recherche Bad Boys désespérément, comédie de Julianne Robinson avec Catherine Hegel, Jason O'Mara et Daniel Sunjata. Une vendeuse de lingerie reconvertie en chasseuse de primes accepte de retrouver un policier en cavale. Je viens de tirer, c'est hyper excitant. Je vais me faire Morelli. Enfin, quoi, c'est Morelli, enfin, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Il vaut 50 000 $. Tous les deux, vous avez pas eu? On était au lycée, mamie. T'as fait exploser notre voiture. Excusez-moi, la voiture de qui? La tienne, tu veux la récupérer? Go Go Tales, comédie de Abel Ferrara, avec Willem Dafoe, Matthew Modine et Bob Hoskin. Le propriétaire d'un cabaret de Manhattan décide de jouer à la loterie pour sauver son établissement de la faillite. Hello, I'm Marlon Mason with tonight's winning lotto numbers. We've got that. Wait.
52. Oh, Jesus. We're good? We're good? What is that? Is that a lottery ticket? Strange. I've seen that face before. See him hanging round my door. La taupe, thriller de Thomas Alfredson avec Tom Hardy, John Hurt et Gary Oldman.